tierra donde yo nací. Mi cantar se me vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de la fantasía. Bonsoir. Alors, tout d'abord, on aimerait savoir quel groupe avez-vous créé avec l'association des musiciens? Alors, le groupe s'appelle Carmela et c'est un groupe qui a pour vocation de faire vivre la mémoire de la République espagnole, parce qu'il y a de nombreux républicains espagnols et fils et filles d'exilés de la République espagnole arrivés dans le Lot comme un peu partout dans le sud-ouest de la France. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la loi qui est passée récemment en Espagne? Alors ça, c'est une joie pour nous. Le groupe de représentants de démocrates de la Catalogne ont déposé un projet de loi qui a été adopté par l'Assemblée. C'est la loi de la mémoire historique. Pas d'oubli de la mémoire historique. Pas d'oubli des crimes qui ont été faits. J'ai lu sur la dépêche que, effectivement, on pouvait demander la nationalité espagnole. Nous, les réfugiés espagnols. J'ai demandé cette nationalité espagnole parce que pour moi, c'était une façon de rendre hommage à mon grand-père, qui s'était battu pour la République. Vous avez été naturalisé français. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la loi de Zapatero? Je ne peux pas être contre. J'aurais préféré qu'ils coupent les brides davantage aux fascistes qui sont encore au pouvoir. Ça, c'est le plus important que non pas qu'ils s'occupent de ça, c'est des bagatelles. De donner la double nationalité, par exemple. Oui, mes enfants, même mes petits-enfants, ont le droit d'avoir la double nationalité, d'après Zapatero. À quoi ça sert ça? On est dans l'Europe. Donc, quelle était votre situation quand la guerre a commencé? Oui. Quand la guerre a éclaté, au mois de juillet 1936, on est en train de jouer aux billes, que d'un seul coup, on entend des coups de fusil, mitrailleuses, tout ça. C'était les curés et la garde civile qui tiraient contre la République. On entretenait l'idée que les républicains espagnols, surnommés les Rouges, étaient un peu des voyous politiques, dangereux pour la démocratie, alors que c'était des démocrates, les républicains. À la maison là où on habitait, ils l'ont mise en vente. Parce que votre père dérangeait en fait. Et parce que mon père était rouge marxiste, comme il disait. Moi, c'était l'insulte que les petites filles, mais quand on se disputait, rouge marxiste, bon, je ne savais pas ce que c'était. C'est quand même foncièrement anormal que des républicains espagnols aient été condamnés, on ne parle même pas des fusillés, mais étaient condamnés aux travaux forcés, à la prison, comme des voyous, parce qu'ils étaient simplement républicains. On était dans la caserne même, parce que mon père était auprès du colonel de cette caserne. Donc il y avait un petit immeuble que je vois très bien, de 4 étages, où il n'y avait que des familles de militaires. On n'aurait pas été mal si on n'avait pas été bombardé tous les jours, par les Italiens. Et vous pensez que dans une caserne, on n'est pas très à l'abri, hein? C'est plutôt visé. Et donc maman nous habillait. Et je me souviens, elle nous habillait, et hop, on se laissait tomber sur le lit de nouveau. Elle n'en finissait pas de nous habiller toutes les 4. Et on descendait ce qu'on appelait le refuge. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des espèces de trous dans la terre, recouverts de béton, et on devait descendre là-dedans. Et comme toujours, je ne me supportais pas enfermer là-dedans. Je sortais, je regardais les avions, je voyais les bombes descendre, je voyais les fusées, je voyais les avions. Vous n'avez pas peur? Non, j'avais pas peur. Alors quand c'était terminé, on remontait, on se couchait. Et puis ça recommençait une autre vague d'avions qui arrivaient bombarder.
Por llanuras y montañas, guerrieros libres van, los mejores luchadores del campo y de la ciudad. On est parti de Barcelone, on nous avait donné l'ordre de partir parce que les troupes franquistes, ils étaient pas loin de Barcelone. Alors, on avait pris la décision de partir, bien sûr. On est parti avec le cheval, la charrette, vers la France. Ma sœur, il lui dit à mon père, tu sais, on ne marche pas assez vite, il faudrait que nous, on va prendre la valise et on va passer devant. Et mon père, il dit non, on rentrera en France tous ensemble. Bon, on a fait quelques kilomètres de plus, et quand on a vu que ça se rapprochait de plus en plus, ma soeur, il a insisté pour que mon père il nous laisse partir. Alors, il a dit bon, il arrête le cheval, alors on a pris les valises, et on est parti devant, bien sûr. Alors, je ne le suis plus revu, je le suis perdu. Je le suis après, quoi, qu'ils avaient mis en prison, et après, c'est pas au juste. Donc ils étaient disparus. Ils étaient disparus. Peut-être dans les fosses communes. Qui sait? Oui. Papa nous a dit, bon, ben, je vais recommencer à vous dire, fais ta valise, habille les filles. On s'en va, mais cette fois, vous allez en France. Donc il nous a mis dans un train militaire devant lequel il y avait des canons, donc ce qui veut dire que c'était bien militaire. Et en cours de route, on a été bombardé par l'aviation nationaliste et allemande. Et je me souviens d'une fois où ils étaient si nombreux à nous mitrailler que papa nous a fait coucher sous des rochers, maman et 3 sœurs. Et ma petite sœur n'avait pas de place. Alors il a jeté par terre, il s'est allongé sur elle. Et ça m'a beaucoup frappé, ça. Et ils mitraillaient, alors après c'était tout des morts partout, tout, c'était horrible, horrible. On arrive à la frontière, justement la frontière, la barrière s'est fermée devant nous. Alors on a passé toute la nuit dans le froid. Il y avait la neige, la pluie, la neige, un vent glacial. Il y avait une bonne femme qui toute la nuit a crié « Maman, maman, que tengo frío, que voy a mourir !» Enfin, on était tous comme ça, serrés, c'était horrible à passer. On a passé une nuit que je n'oublierai jamais. Pendant qu'on marche, on voit déjà des enfants morts dans la neige. Et maman, qui était très croyante, a dit non, il n'y a pas de Dieu, il n'aurait jamais permis ça. Il n'a plus jamais prié, n'a plus jamais été à l'église. Parce qu'elle y croyait si fort à ce Dieu juste. Et voir des enfants comme ça, innocents, morts dans la neige, c'était au-dessus de ses forces. Et à 6 heures du matin, on a réouvert la frontière. Alors, à fur et à mesure qu'on passait, on voyait des bébés morts, des vieillards. C'était affreux à voir. C'était une image que, pour moi, ça a été terrible, terrible, terrible. On passe à la frontière. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait? Des Sénégalais avec les fusils, la baïonnette au canon. Ils étaient les hommes d'un côté, les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre. Les hommes, c'était pour le camp de concentration, et nous, on ne savait pas trop où c'est qu'on allait. Mais enfin, on était vraiment bousculés là. Il y avait une bonne femme qui avait un enfant, et les Sénégalais disaient allez, 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 il a poussé tant que. Elle n'en pouvait plus, cette pauvre femme, elle n'en pouvait plus. J'ai que le souvenir de ces gens qui passaient la frontière avec des baluchons, des trucs, vous savez, ils avaient des grands foulards qui pliaient comme ça, bien attachés, ça derrière le dos, ils en avaient plein les mains, plein partout, quoi. Et ça passait, ils étaient éreintés, ils étaient fatigués, parce qu'il y en a qui venaient de loin, il y en a qui venaient de Llança, de Colère, ça fait quand même beaucoup par la montagne, ils arrivaient tous par la montagne. Au premier village qu'on restait en France, eh bien, je me rappelle, il y avait une charcuterie, et nous qu'on était affamés, parce qu'on n'était pas ravitaillés en cours de route.
Des fois, il passait un camion avec quelques boules de pain. Comme ça, mais enfin, il n'y en avait pas pour tout le monde. Mais enfin, nous, on n'en a pas eu beaucoup. Nous, enfants, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé contre la vitrine et on serrait le nez là, on mangeait. On était affamés, vraiment affamés. On était mou, trempés comme de la soupe. Et il y avait les trains qui nous attendaient sans savoir la destination. Ma mère leur donnait à boire, je me rappelle, il y en a qui s'arrêtaient pour boire. Un morceau de pain, ou ceux qui n'avaient pas mangé, qui n'avaient pas emporté de quoi manger, on leur donnait un morceau de pain. Pour invraisemblable que cela puisse paraître, voici comment furent accueillis les réfugiés espagnols en 1939. Du 28 janvier au 10 février, contrôlés par la douane à Cerbère, 100 000 personnes se sont présentées. Cerbère, porte de liberté. Pour certains, cette porte s'ouvrait effectivement sur la liberté. Pour beaucoup d'autres, elle se referma, hélas, sur les camps ou dans une fosse commune. Las playas parameras, al rubio sol durmiendo, los oteros, Las Vegas, en paz a solas lejos. On les a parqués dans des... Ou les mettre aussi, tous ces gens, dont on a fait des espèces de camps. Ça avait fini au camp de Rivesaltes après. Oui, camp de Rivesaltes, camp d'Argelès. Mais ça c'était déjà... Ils n'avaient rien, ils étaient dehors, mais ils n'avaient rien du tout, bon, quoi. Ils étaient parqués là comme des bêtes. Il doit y avoir à Argelès encore un cimetière des républicains. C'est ça, je pense, qu'on reproche à la France, de les avoir... Parqués. Ils dormaient dans le sable, je ne sais pas comment ils ont pu vivre comme ça. Hein. La nourriture était minable aussi, parce que c'était des lentilles, qu'il y avait des petites bêtes qui volaient quand on les faisait cuire. Bon, il n'y avait pas de cabinet, il n'y avait rien. Hein. Il y avait la mer. Ça a été très, très difficile aussi. Il lui tardait de partir de là. La première offre qui est venue, ils sont venus le chercher pour travailler à la mine, avec tout le monde est parti. Hein. Tout ce qui était dans son baraquement, mineur ou pas mineur, ils ont fait croire. Ils ont fait croire et après ils se sont débrouillés, ils ont très bien fait, parce qu'il y en a qui sont restés dans ces camps longtemps. Hein. Papa allait travailler dans une carrière. C'était très dur. Vous savez, quand vous n'êtes pas un travailleur manuel et qu'on vous fait travailler dans une carrière, c'est épouvantable. Quand il rentrait le soir, il était mort de fatigue. À Gourdon, on est resté un certain temps, et là c'était une pépinière de main-d'œuvre. Et mon beau-frère qui était au camp d'Argelès, ils sont allés à Gourdon, à la propriété Aymar qu'on appelle. Ils étaient au moins 25 bonhommes qui sont sortis du camp. Mon père est passé en France parce qu'il voulait sauver sa vie. Et puis il savait, et il avait raison, c'est ce qui s'est passé, que ceux qui restaient en Espagne ne seraient certainement pas bien traités. Et c'est ce qui s'est passé. Alors mes parents sont donc arrivés à Toulouse sans argent, sans travail, sans logement. Comme mon père avait un petit peu travaillé à Toulouse, eh bien, il a réussi à trouver du travail. À cette époque où on commençait à mobiliser les Français, la guerre qui menaçait. Et donc il a repris un travail à Toulouse. Et bon... nous étions à Toulouse, qui était, que nous on surnomme la capitale de l'immigration républicaine espagnole. Pendant 6 mois, je travaillais, je faisais le boulanger. Monsieur Solaire me disait, tu sais Francisco, moi je vais prendre le balai, mais toi je veux que tu apprennes bien comme il faut le métier. Au bout de 6 mois, j'enfournais déjà. Je faisais tout. J'ai appris le métier, mais Pétain, il avait été ambassadeur à Madrid. Et quand il a pris le pouvoir à Vichy, la première chose qu'il a fait, interdire aux Espagnols d'apprendre le métier, aux enfants des Espagnols et les Espagnols. Moi, il m'a fallu quitter le métier, interdit d'exercer le métier de boulanger, enfin, ça faisait partie de l'industrie. On pouvait travailler qu'à l'agriculture et à couper du bois. L'intégration, elle était difficile, l'intégration. Oui, vous posez une question tout à fait juste. Dans le cadre de l'école maternelle, ça s'est pas trop mal passé, mais dès que nous sommes passés à l'école primaire, les problèmes ont commencé.
Alors pas tous les Français, mais il y avait quelques Français qui réagissaient comme aujourd'hui on réagit contre les Arabes, quoi. Ça, l'espagnol, je l'ai entendu plusieurs fois. Mon père se cachait parce qu'il était dans le maquis et il était recherché. Donc il est venu se cacher chez nous. Et on allait ramasser des pommes de terre. C'était pendant les vacances d'été. On allait ramasser des pommes de terre chez un châtelain. Et j'étais avec mon père. Il me dit, tu sais, si tu montais chercher de l'eau, qu'est-ce qu'on a soif? Alors je monte chercher de l'eau. Et je croise le patron, le châtelain, avec deux hommes en manteau de cuir et feutre. Comment j'ai su que c'était la Gestapo? J'en sais rien, mais j'y ai pensé. Ils viennent pour papa. Et en effet, je les ai vus remonter, tenant mon père chacun d'un bras. Alors j'ai crié papa. Il m'a dit, n'aie pas peur ma fille, j'ai rien fait de mal, je vais revenir tout de suite. Et le patron m'a dit, écoute-moi, moi je vais t'expliquer. Ton père était arrêté parce qu'il est communiste, paraît-il. Alors demain, je vais à Montmorillon. S'il n'est pas communiste, je le ramène. S'il est communiste, il a fait comme ça. Et le lendemain, je le guettais. Et il n'a pas osé me regarder. Il est rentré chez lui sans me regarder. Et voilà que ce châtelain vient voir maman et lui dit, bon, votre mari a été arrêté, vous avez besoin qu'on vous aide. Mais il faut nous aider. Alors maman dit, toujours par intermédiaire de sa fille, puisqu'elle n'avait pas un mot de français, la pauvre. Demande-lui comment on peut l'aider. Et il lui dit, ben voilà, j'ai plus de berger, votre fille pourrait faire la bergère. Maman dit, mais on est de la ville, j'ai peur des vaches, ma fille a peur des vaches. Et moi je réfléchis très vite et je me dis, ça fera une bouche de moins à nourrir. Et je dis, moi je veux bien monsieur, j'ai pas peur des vaches. Et nous voilà partis, le lendemain, il vient me chercher parce que c'était à 3 km du village. Il me mène là-bas et le fermier m'emmène dans un champ avec 30 vaches et un chien. Et moi j'avais un petit pliant et un livre. J'adorais lire. Et il me met dans un champ, il me dit voilà, c'est simple garder des vaches. Si elles s'en vont, tu dis au chien va chercher et les chiens vont chercher. Le chien te les ramène. Alors je me suis dit en effet, c'est pas difficile. Je me mets à lire et j'étais tellement prise par mon livre que quand j'ai levé la tête, la moitié des vaches étaient parties. Alors je dis au chien, va vite, chercher, chercher. Alors le chien va chercher. Mais le chien était nouveau. Et les vaches n'aiment pas les nouveaux chiens. Alors nouvelle bergère, nouveau chien. Les vaches viennent vers le chien avec les cornes comme ça. C'est la première fois que je voyais ça. Et le chien venait vers moi. Je cours à la ferme, je lui dis, vous savez, les vaches, elles sont toutes dans le bois. Il dit, oh, ça va plus, ça va plus. Il a réussi à les récupérer, puis il a été dire au patron, on n'en fera jamais une bergère. Hein. Alors je dis au patron, de toute façon, c'est la rentrée, moi je vais retourner à l'école. Il dit, ah non, pour toi, l'école, c'est fini. Si vous saviez comme j'ai pleuré. Et ils vous ont donné quoi comme excuse? Comme excuse qu'il fallait que je gagne ma vie pour aider maman. Ouais. Alors il m'a dit, tu vas venir au château, puis tu aideras la bonne, la cuisinière. En effet, je l'ai aidée. La cuisinière, elle me dit, tiens, repasse. Moi, j'avais jamais repassé. Elle me dit, oh, mais tu t'endors en repassant, il faut faire vite, Alors, elle m'a quand même bien appris à repasser, c'est vrai, je repasse vite. Mais elle était très désagréable. Et un jour, elle me dit, bon, ben, écoute, fais la vaisselle, je vais voir la voisine à côté, c'est celle qui faisait les fromages. Et ça durait tant que je faisais la vaisselle, elle était avec l'autre. Un jour, elle revient, puis je n'en pouvais plus de me taire. Je dis, quand je pense que maman avait une bonne en Espagne, et moi je suis la bonne de la bonne, elle me dit, ben oui, ben c'est comme ça. Hein. Mes parents m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner à demander de nouveau la nationalité espagnole? Parce que justement, vos parents, c'est là où... Donc mes parents, eux, se sont connus à Montauban dans les années 48-49. Ils se sont mariés en 1950. Et ils envisageaient de repartir en Espagne dès que la situation s'arrangerait. Donc moi je suis née fin 52, ma sœur en 1956 et mon frère en 1960. Bon après il y a eu un autre frère qui lui, ça y est, est né français. Mais ils envisageaient donc de repartir en Espagne. Et puis, quand je suis arrivée en CM2, que la maîtresse a conseillé
que j'aille au lycée parce que j'étais une bonne élève, que ça serait mieux que j'aille au lycée parce qu'on pouvait faire du latin, bon, et ainsi de suite. Donc, et que le gouvernement français offrait des bourses aux élèves méritants. Donc là, mes parents ont pensé que c'était mieux de rester en France. Peut-être que l'avenir serait meilleur pour nous en France qu'en Espagne. Mes 2 sœurs aînées étaient dans une classe et les 2 suivantes, donc Manoula et moi-même, nous étions dans une autre classe. Donc nous avons appris le français assez rapidement, non seulement par l'école mais aussi par les autres écolières avec lesquelles nous jouions et nous parlions. Et c'était bien sympathique. L'amitié a été facile malgré la langue Ça a été assez difficile, mais pas trop pour nous. Mais ma mère, qui à l'époque avait seulement 33 ans, eh bien, elle n'arrivait pas à parler le français. C'était déjà un peu tard. Si bien que quand elle allait faire des courses, eh bien, on ne la comprenait pas. Et donc, du coup, ma mère n'osait plus aller faire les courses. Et elle nous envoyait, nous, qui en savions un peu plus. C'est très très important pour moi, qui suis née en France de parents espagnols, catalans, espagnols, puisque j'ai les 2. Donc, de transmettre un petit peu cette connaissance. La guerre d'Espagne a été quelque chose de très douloureux, aussi bien pour l'Espagne, parce que les réfugiés, mes parents, ses parents, etc., ont souffert, mais je crois qu'il y a des milliers de personnes quand même, celles qui sont restées en Espagne, ont beaucoup souffert aussi parce qu'elles n'étaient pas toutes franquistes. Donc elles ont subi, elles ont subi la police espagnole, elles ont subi la privation, elles ont eu faim, etc. Elles ont beaucoup souffert aussi. Et donc moi, cette transmission est très importante. Et en plus, pour les générations, pour mes enfants, pour vous qui ne connaissez pas cette guerre, la souffrance existe encore dans la retirade, mais il faut aller vers l'ouverture, vers les explications. Mais il faut dire aussi que c'est grâce aussi à la loi du gouvernement espagnol, avec Zapatero, cette loi sur la retirade. Qu'est-ce qui vous a conduit à venir faire ce travail de mémoire avec nous ici? Eh bien, la nécessité de parler de notre passé pour qu'on n'oublie pas et que les jeunes sachent ce qu'on a souffert pour la liberté. Et que pour garder cette liberté, il faut continuer à résister à tout ce qui nous attaque en ce moment. Et je crois qu'il y a quelques jours, j'ai entendu dans une des réunions de Carmela, les quadrilles réunis, quelqu'un dire on ne va pas encore revenir là-dessus, il faudrait tourner la page. Moi j'ai dit je ne suis pas d'accord. On ne tourne pas la page, on continue. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar.